Bien, merci au public de l'Arlequin d'être resté après cette première de La Passion selon Béatrice, un film distribué par Carlotta que vous pouvez retrouver un peu partout en France à partir d'aujourd'hui. Nous enregistrons ce podcast mardi soir après la première, mais nous sommes mercredi puisqu'il est dévoilé par le réseau de Dulac Cinéma. On va faire une petite rencontre pour les gens qui ont vu le film, qui auront envie de le voir. On va pas trop spoiler, je vais essayer de mixer un petit peu les deux. Merci d'être avec nous donc, pour ce premier podcast de la saison Cinéma Mon Amour autour de La Passion selon Béatrice que vous venez de découvrir et vous qui entendez, que vous avez vu ou allez voir ce soir ou demain, j'espère. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements au réalisateur du film, monsieur Fabrice Duvels. Qui peut prendre place au milieu, puisque vous êtes quand même le réalisateur. Compliqué, je les tutoie, mais je vais dire vous, là, alors que normalement c'est l'inverse. Et vous avez vu à quel point elle vous a ému dans ce film, à quel point c'est un personnage, mais au plus grand sens du terme, à quel point, j'espère, elle vous a donné envie de regarder des films de Pasolini. Je vais vous demander, s'il vous plaît, parce qu'en plus, elle nous fait le plaisir d'être là ce soir après un planning très chargé, où elle avait certainement envie de dormir au lieu d'être ici à encore parler de Pasolini, elle nous fait le cadeau de le faire. Merci d'applaudir mademoiselle Béatrice Dalle. Et comme ce sont dans les conditions du direct, ce qui est bien, c'est que c'est génial, on va pouvoir le refaire, etc. C'est pas comme si c'était enregistré, que j'avais dit avant que ça devait être fluide. Merci, s'il vous plaît, une nouvelle fois d'applaudir celle qui va vous faire regarder tous les Pasolini pendant ce week-end et qui me fait meubler comme un andouille, mademoiselle Béatrice Dalle. Plus fort. Donnez-lui de l'énergie quand même. Attention aux marches. Chère Béatrice, hop, je te donne ton micro. Tac. Donc, là, on va un petit peu parler du film. Ne t'inquiète pas, Béatrice, ce sera pas trop long, mais quand même, il faut quand même en donner un petit peu. Bah, tu t'assois pas? Ça y est, t'es pleine de peps? Ah bah très bien. Pour les gens qui l'ont vu et pour les gens qui nous écoutent, ma première question sera pour Fabrice, le réalisateur. Je suis désolé, il ne faut pas que tu m'engueules, mais je vais en faire la promo, c'est le but, c'est pour ça que je suis là. Donc je vais carburer sur la promo du film, ne m'engueule pas, d'accord? Le film qu'on vient de voir, c'est un film qui donne énormément envie, ce que je viens de dire, de voir les films de Pasolini, bizarrement aussi de revoir les films de Béatrice. Toi, quand tu as commencé ce film, ton ressenti sur Pasolini, ton histoire avec Pasolini, c'est laquelle? Je l'aime bien, je l'aime beaucoup, je l'aime énormément, passionnément. C'est quelqu'un qui... Pasolini, c'est un océan, c'est une mer sans fond. C'est-à-dire qu'on commence et on... Micro, bien, hop, voilà, tac. On commence et puis on va toujours plus loin, en fait. Ça va de plus en plus loin. D'un point de vue poétique, philosophique... c'est vaste, c'est vraiment une planète entière, quoi. Je l'ai découvert assez jeune. Quel âge? Elle, c'est 17, je crois. Ouais, moi, je devais avoir 16-17 ans en pensionnat. J'ai une éducation jésuite. Donc, en fait, j'ai vu l'Évangile selon saint Matthieu, enfin, selon Matthieu. C'est le premier que tu as vu? Non, je pense que c'est le Décaméron que j'ai vu, le premier. Okay. Mais j'y comprenais pas grand-chose, en fait. C'est vraiment la passion, et puis après, avec le temps, l'éveil de la cinéphilie, le cinéma italien m'intéresse énormément, donc surtout de ces années-là, donc il y avait plein de coïncidences avec d'autres cinéastes. Donc avec qui? Fellini, Visconti, Antonioni? Oui, Bertolucci, puis les frères Citti, il y avait énormément de choses qui revenaient à Pasolini. Puis il y a le fait que j'ai étudié le théâtre, donc effectivement travailler avec. En fait, c'est un processus de maturation. Voilà. Et donc depuis quelques années, effectivement, le cinéma de Pasolini est de plus en plus important dans ma vie, me fait comprendre, en tout cas me fait percevoir quelque chose de différent. Quand tu dis processus de maturation, je trouve ça super intéressant. C'est un truc dont je me suis rendu compte en regardant le film pour la première fois, c'est que ça me donne envie de re-regarder du Pasolini. Et je trouve que Pasolini est un réalisateur qui s'apprécie plus on a pris des coups dans la gueule, plus on a vécu, plus on a... À la différence, ce sont des maîtres, hein, de Visconti, d'Antonioni,
de Fellini qui peuvent être un peu plus accessibles jeunes. On a besoin d'avoir vécu, je trouve, pour Pasolini. Oui, bon, c'est pas dégueulasse non plus, Visconti, hein, Ah bah mais en tout cas, ce qui est étonnant, c'est que de son vivant, Pasolini n'était pas un moderne. La grande star de l'époque, c'était Fellini. Et donc aujourd'hui, on peut constater que Pasolini est probablement plus moderne que Fellini. En tout cas, il y a quelque chose qui est plus accessible, même chez les jeunes gens. Il y a quelque chose il y a une urgence, il y a une modernité, quelque chose qui est palpable, qui est vivant, et puis qui nous chavire, quoi. Voilà, ça c'est une des particularités de Pasolini, c'est qu'il a gagné avec le temps. C'est que je pense qu'aujourd'hui, même, c'est un poète, mais c'est un cinéaste, mais c'est aussi un visionnaire. C'est quelqu'un qui a vu le futur, qui a vu comment, dans quel merdier on allait être plongé. On en parlera un petit peu plus tard, mais d'un point de vue même politique, philosophique, etc., Oui, il était sûr, très visionnaire. il était même en avance des critiques. Les critiques qui le déglinguaient sur l'Évangile selon Matthieu, le même journal maintenant dit que c'est le chef-d'œuvre du siècle. Donc il était même en avance sur certaines critiques. Bien sûr. Et Béatrice, tu dis dans le documentaire, et puis tu l'as dit souvent, que ta première grosse claque avec Pasolini, c'était... Clément, il n'est pas avec nous. Parce qu'il arrive après, je vais faire une belle transition pour les poèmes, si tu me laissais terminer. Donc, du coup, tu nous disais que tu expliques dans le film, tu l'as expliqué plein de fois, le choc que tu as eu quand tu as vu Salaud, avec ton amoureux, ton premier mari, me semble-t-il, quand tu avais 17-18 ans. Et ensuite, tu as peu raconté ça, c'est-à-dire que tu es sorti de la salle, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as découvert le politique, le poète, etc. Tu t'es roué dessus tout de suite? Il n'y avait pas Internet à l'époque. Non, j'ai découvert progressivement, aussi grâce à ce même garçon, mon premier mari, qui était passionné de Pasolini. Mais j'avoue que pour le baptême du feu, commencer par Salaud... c'est comme dans le Fassbinder, quand Brad Davis, le baptême du feu, le gars qui prend. Tu as commencé par Salaud et tu es allé dans... Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de plateforme, pas de machin. Tu as réussi à retrouver d'autres films après, en VHS? Comment ça Non, c'est venu plus tard. Puis tu sais, j'ai pas de plan de carrière, j'ai pas de plan de vie. J'ai eu un choc quand j'ai vu ce film-là, mais je me suis pas rué pour le découvrir forcément. Ce que je peux faire aujourd'hui quand quelqu'un me plaît, quoi. Ce que tu as aimé dans Salaud à l'époque, la jeune fille de 17 ans, est-ce que la femme de maintenant aime les mêmes choses ou il voit d'autres choses? Je vois certainement plus de choses, mais déjà je trouve que c'est pas mal à 17 ans d'arriver à comprendre quelque chose à ce film, quoi. Oh oui. Mais à la fois j'avais un mari extrêmement intellectuel, ce que je n'étais pas du tout. Et c'est lui qui m'a fait découvrir ça, donc avec aussi, faut être humble et accepter que quelqu'un te prenne la main et qu'il fasse un peu ton éducation, c'est lui qui l'a fait. La découverte de Jean Genet, qui est très important pour toi, on voit dans le doc aussi, ça c'est à peu près en même temps. Après, on peut les mettre dans la même famille, hein. Tous ceux que t'aimes, hein. Kurt Cobain, Jean Genet, Pasolini, c'est un peu la même famille de rebelles visionnaires. Hein. Et à la fois, il n'y a que Genet pour moi que je n'arrive pas à désacraliser, quoi. Parce que aussi pendant le film, il y a Fabrice Lucet, il y a aussi des choses que j'ai découvertes que je n'aimais pas chez lui. Mais moi, quand j'aime, forcément, il faut que je sacralise tout, quoi. Et j'ai découvert que c'était juste un homme extraordinaire, un grand poète, un grand metteur en scène, avec des engagements politiques incroyables, mais c'était un homme. Et il n'y a que Genet, pour l'instant. Alors je le découvre qu'avec des interviews, des livres, des poèmes. Il n'y a pas un mot qui me dérange chez Genet, je trouve tout extraordinaire. J'en profite comme tu parles de Genet. Comment t'es arrivé à Fassbinder? C'est Genet qui t'a amené à Fassbinder ou c'est Fassbinder qui t'a amené à Genet? Pour Querelle. Déjà, je suis né à Brest, Querelle de Brest. Je suis né rue de Siam. Et il n'y a pas de vraie ampoule avec des pénis à Brest, hein, il faut le dire. Non. J'ai cherché ça toute ma vie, il n'y a jamais eu ça. C'est beaucoup moins joli à Brest. Non, j'ai vu le film il y a très longtemps. Et à la fois, il n'a pas représenté tout de suite quelque chose, ce film-là, quoi. Tu vois. Et je venais, ça fait que quelques années seulement que je m'intéresse vraiment à lui. Mais quand je commence à m'intéresser, je veux tout savoir, tout connaître. Ben, comme quand t'es amoureux, quoi. Quand t'es amoureux, tu veux tout. Trop, parfois, dans l'excès. Je pense qu'avec lui, tu peux en demander trop. Et Pasolini, le poète, parce que peu de gens, toi, c'est le poète qui t'a, je pense, tout d'abord... Non, c'est le metteur en scène d'abord. Ah ouais, c'est comment t'es arrivé à la poésie, alors? Avec Virginie Despentes à la poésie, quand on a fait le spectacle sur les écrits corsaires. Et j'avais lu peu de livres et peu de poèmes de Pasolini. C'est d'abord le cinéma qui m'a amené à découvrir ces textes. T'avais quel âge? C'était il n'y a pas très longtemps, les textes. On a fait ça il n'y a même pas 10 ans. Tu veux en écouter un texte de Pasolini, un oui. poème?
Alors, je dis non, tu vas faire quoi? je vais vous demander, s'il vous plaît, d'applaudir Clément Grobotec. Un personnage de lui tout seul passolinien, comédien, tatoueur, artiste, polyvalent, qui est très proche de Béatrice et qui va nous lire 3 textes ce soir de différentes périodes de Pasolini. Et effectivement, moi, la poésie aussi, j'y suis arrivé tard avec Pasolini. Et celle-là, je trouve qu'elle est formidablement écrite. Et je fantasmais, dans un sens évidemment non sexuel, d'entendre Clément avec sa voix suave nous lire ce texte de Pasolini, parce que je n'arriverai jamais à le lire, moi. Voilà. Ça marche? Il n'y a pas que ça, moi. Il n'y a pas que sa voix qui est suave, c'est vrai. Tu veux que je te tienne le micro? Le micro. Alors, je m'excuse d'avance, je ne lis jamais que dans ma tête, donc c'est une première ce soir. C'est un poème de Pasolini, donc, qui s'appelle « Il suffit d'un instant de paix ». Il suffit d'un instant de paix pour révéler, au fond du cœur, l'angoisse, limpide comme le fond de la mer par un jour de soleil. Tu en reconnais, sans la ressentir, la souffrance. Là, dans ton lit, poitrine, cuisses et pieds relâchés, tel un crucifié, ou tel Noé qui rêve en son ivresse, et, naïf, ignore la joie de ses fils, tandis que ceux-ci si puissants, si purs, se moquent de lui. Le jour est désormais sur toi, dans la pièce, comme un lion dormant. Par quel chemin le cœur peut-il goûter une parfaite plénitude en ce mélange de béatitude et de douleur? Il suffit d'un instant de paix pour que s'éveille en toi la guerre, en toi Dieu. À peine les passions se sont-elles apaisées, à peine s'est fermée une fraîche blessure, et déjà, tu prodigues une âme qui semble entièrement prodiguée à des actions de rêve qui ne mènent à rien. Merci beaucoup, Clément. Alors, j'ai choisi ce texte parce qu'il y a quelque chose que tu disais tout à l'heure sur toi, sur Pasolini. Tu disais, je suis quelqu'un d'excessif. De toute façon, quand on est amoureux, on peut être que excessif. Et sur Pasolini, il y a une phrase. Alors évidemment, vous avez vu le film, vous qui nous écoutez, allez le voir ou venez de le voir, mais il faut quand même expliquer une phrase qui est dans le film sans forcément expliquer toutes les références, que je trouve ça bien que les gens aillent faire leur propre recherche aussi. Mais à un moment donné, dans le film, Clément et Fabrice te font parler, et Abel Ferrara, Abel Ferrara qui a réalisé un film sur Pasolini il y a 10 ans avec William Dafoe, te font parler des amours jeunes de Pasolini. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Pasolini, c'était pas un prédateur. Il est tombé amoureux sur un plateau d'un de ses acteurs qui avait 16 ans. Ils sont restés 8 ans ensemble. Et leur rupture a fait que Pasolini en a souffert, et en a fait des chefs-d'œuvre après. C'est-à-dire que même dans ces excès que maintenant on regarderait d'un petit peu, non pas pervers, mais qui ne sont Mais plus... maintenant, on regarde tout de travers. Tu manges du gluten, t'es déjà regardé de travers, alors c'est sûr. Mais ça, c'est cet excès amoureux. Même on le sent dans sa poésie, on le sent dans ses lettres, dans son cinéma. Il fait tout excessivement et il souffre plus que tout le monde. Cette rupture, il a souffert plus que tout le monde, etc. C'est cet excès qu'il y a partout qui te plaît chez Pasolini? Bah, si t'as envie, si c'est pas pour déborder de tout, avoir envie de tout découvrir, tout connaître et tout aimer, tu vois, je suis pas une aquaboniste, toi. Ouais. Et Fabrice, en tournant le Et film... puis même, quand tu dis c'est pas un prédateur, et même si c'est un prédateur, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Mais moi, je suis d'accord avec toi. Je mais... montre pas ça, genre, je fais pas l'apologie des prédateurs, juste ça n'empêcherait pas que c'est un grand poète, ça n'empêcherait pas que c'est un grand metteur en scène, avec des engagements politiques incroyables. Après, on est tous des humains, il n'y a pas une personne ici qui est parfaite, il n'y a pas... Et c'est vraiment que si on est une, signalez-vous, on a tous trahi, menti, on n'est pas toujours courageux. On est des humains, quoi. Ce que tu dis très bien dans le film. Fabrice, toi, il y a des choses de Pasolini, là on parlait du Pasolini poète, il y a énormément de films de Pasolini que vous traitez comme ça. Tu parlais de Médée, on va en parler un peu tout à l'heure, là tu as parlé d'un autre film. Est-ce qu'il y a des choses que tu as découvertes de Pasolini, metteur en scène, ou des films que tu as eu envie de voir pendant ce doc, ou tu as voulu tout regarder avant pour te préparer au... Non, ça va. Il y a quelqu'un qui rit fort dans la J'ai un salle peu pour les peur parce auditeurs. Non, moi j'avais vu tous ces films avant. Non, moi ce que j'aime chez Pasolini, c'est justement tous ces paradoxes. Moi j'aime les paradoxes chez les gens, j'aime qu'ils soient tout et leur contraire. Ce qui m'intéresse, c'est que on a affaire effectivement à un homosexuel communiste, habité par une foi chrétienne incroyable, et en même temps qui, comme dit Abel Ferrara, à 10h, à 22h, chasse vraiment, parce qu'il a une pulsion de vie incroyable. On a rencontré Sergio Leone, vous l'avez vu dans le film. Sergio Leone nous racontait que le soir, quand il arrivait à Ostia, dans le bistrot, dans le restaurant, c'était une autre personne, c'était vraiment Hyde et Jekyll, quoi. Il était complètement différent le soir, il était ordurier, il était salace, paraît-il, hein.
Et la journée, c'était un homme d'une délicatesse infinie. Mais je pense que comme beaucoup de gens, on peut faire un parallèle avec le Caravage, parce que forcément, quand on aime le Caravage, c'est difficile de ne pas penser à Pasolini. C'est une pulsion de vie qui le dépasse, qui nous dépasse. C'est une forme de génie, je ne sais pas très bien comment l'appeler, mais en tout cas, ce qui est fantastique, c'est que ça nous renvoie à nous-mêmes et à notre bizarrerie. On n'est pas blanc, on n'est pas noir, il y a un nuancier, quoi. Et voilà, Pasolini, c'est la quintessence de tous ces paradoxes. Puis il cherche pas à séduire. Moi, j'aime les gens qui cherchent pas à séduire. C'est pour ça que j'aime Tangenet, que j'aime Céline, que j'aime Pasolini. On fait pas les choses pour les autres. Tant mieux si les gens découvrent ton travail et l'aiment. Mais c'est Genet qui dit que tous les livres de lui qui ont marché sont forcément des mauvais livres, parce qu'on peut pas plaire à tout le monde de cette manière, quoi. Et Céline, il dit qu'il aime pas Shakespeare parce que Shakespeare, à chaque mot, essaie de séduire. Bon, Shakespeare, c'est pas mal non plus. Hein. Non, il dit bien sûr qu'il sait que Shakespeare, c'est bien. En plus, il a une haute opinion de lui-même. Donc, il sait ce qui est beau, il sait que c'est bien écrit. Mais c'est vrai qu'à chaque mot, j'adore Shakespeare, mais à chaque mot, tu as un effet de style incroyable, quoi. Alors que Genet, quand il parle d'un mec et de cul, il parle vraiment de cul. Et d'un seul coup, il part dans une envolée lyrique et une fulgurance. Mais quand il dit que sous l'occupation, son désir sexuel incroyable, c'est pour les officiers allemands. On dit ça aujourd'hui, bon, ça va en choquer certains, mais dites ça sous l'occupation, quoi, quand même. Et sur le sacré aussi, ça tombe bien au niveau de la provocation qu'il y a quelque chose qui est très très beau dans le film, qui s'appelle la passion selon Béatrice, donc évidemment pour l'évangile, évidemment pour ta passion de Pasolini, évidemment aussi pour ce chemin de croix que tu fais à travers toute sa douleur de nord en sud, mais il y a aussi des scènes très belles que tu filmes de Béatrice, qui a un lien particulier avec le personnage qui est Jésus et ce que ça apporte quand elle prie, etc. Et je trouve que Pasolini, pour avoir vu l'Évangile il y a 2 jours, pensant le connaître par cœur, et 1 an après, j'ai encore vu de nouvelles choses, érotise le Christ, et je dis ça évidemment sans du tout vouloir choquer personne, mais il y a quelque chose, un peu comme ce que tu dis, on s'est envoyé des textos il y a quelques temps, et tu me disais, mais entre Pasolini, t'as qu'un homme de ta vie, ou Pasolini ou le Christ, comment tu choisis? T'as gagné l'euro-million, là. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très très fort chez Pasolini dans l'Évangile, c'est qu'il érotise, au sens très littéral du terme, le Moi, Christ. je pense pas qu'il érotise, il incarne. Il s'est érotisé tout seul, non, Jésus. Hein. C'est éminemment incarné, c'est comme une toile du Caravage, c'est-à-dire que c'est incarné, c'est de chair et de sang, c'est le sacré à l'aune du corps de l'homme ou d'une femme. C'est ça qui fait la... Alors forcément c'est sexué, puisque nos corps sont sexués, mais c'est ça que je trouve absolument incroyable, en tout cas dans ce film particulièrement. Mais après, ça n'engage que moi, mais je ne vois pas un Christ débordant de sexualité. Son névrose personnelle, donc, pardon. Non, mais bien, je le vois très, très, très physique, avec les contingences physiques. On a souvent représenté le sacré dans quelque chose qui était au-delà de nous-mêmes, de notre corps. C'est ça qui relie aussi au Caravage, c'est que c'est profondément incarné. C'est profondément de corps, c'est des viscères, quoi. C'est une âme, c'est des viscères. C'est ça qui est absolument fascinant. Et que le miroir qu'on nous tend là est intemporel, à mon avis, et fait que c'est éminemment moderne. Et je te chope puisque tu parles du corps, et je ne veux pas faire le cahier du cinéma du pauvre, vraiment. Mais il y a une scène, il y a 2 scènes dans lesquelles Béatrice est en lien, il y a plusieurs scènes d'ailleurs, mais 2 scènes fortes pour Béatrice où elle est en lien avec des gens qui ont travaillé avec Pasolini. Évidemment, celle qui a beaucoup travaillé avec lui, puis cette actrice qu'on voit, l'épilogue de ce film, que je vais évidemment pas dévoiler là pour les auditeurs, mais qui est absolument sublime et qui nous tire les larmes quand on adore Pasolini, qu'on connaît l'Évangile par cœur. Mais dans la scène, dans la séquence plutôt où Béatrice parle longuement avec cette femme qui a bossé avec Pasolini, etc., tu privilégies les moments de regard de Béatrice, de tendresse sur elle, d'admiration, et les regards de tendresse aussi pour cette femme qui voit Béatrice qui a tatoué Pasolini et qui elle a tellement bossé, plutôt que on voit qu'ils ont beaucoup parlé, etc. Mais toi, ce qui t'intéresse, c'est le langage du corps dans cette séquence-là. Ça veut plus dire que ce qu'elle se raconte. Oui. Mais... À la fois, tu sais ce qu'on s'est dit avec Dacia Marini. Elle regardait tous mes tatouages représentant des poèmes de Pasolini. Elle m'a dit, tu aurais forcément aimé quelqu'un qui fait ça pour une personne qu'il n'a jamais rencontrée.
Et je lui ai dit, tu sais, moi, c'est surtout parce que si j'ai un mec idiot, ben moi, s'il s'ennuie avec moi, il peut se cultiver. Et, euh, et ça l'a fait super rire. C'était aussi une conversation, elle, extrêmement hein, impressionnante d'intelligence. Elle aussi, il y a des trucs qui m'ont pas plu, d'ailleurs, humainement, quand je dis je sacralise tout le monde. Et si je veux citer cet exemple, c'est parce que quand on était chez elle, elle m'a dit que Pasolini était fâché contre le prolétariat italien parce qu'il trouve qu'il ne faisait pas assez de choses pour les gens. Et Dacia Marini, c'est une très grande famille aristo, et je ne montre pas ça du doigt, hein, italienne. Pasolini, Pasolini aussi. Pasolini aussi. Cousin et que t'as acheté Enfin, partout, Chez son père. Ouais, c'est ça, Sa mais mère, il avait les était moyens une comme prolo. c'était pas tu vois. Et à la fois c'est facile, on n'est pas obligé de le faire, mais c'est facile de donner quand tu peux. Et je lui avais dit, moi mon père c'est le prolétariat français. Il a jamais donné une sauce, mais pas parce qu'il est mauvais, parce qu'il a même pas de quoi nourrir sa famille. Donc c'est facile de juger de cette manière-là, quoi. Et il y a plein de choses comme ça qui étaient surprenantes aussi, qui ont fait que j'ai fait le tour aussi avec ce film. Tu vois, ça s'est arrêté. Pas que je continue à autant aimer le poète ou le metteur en scène ou l'homme politique, mais je préfère maintenant me réfugier dans les bras de Jeunet. Ah, Ouais. Moi, il y a un truc que j'aimerais raconter qui n'est pas dans le film, mais que Dacia Marini nous a raconté, c'est que quand ils faisaient ce voyage en Afrique, tu te Ouais. souviens, donc ils étaient avec Moravia et donc Dacia, c'était une époque où il n'y avait pas grand-chose, quoi. Donc ils étaient là à se balader en Afrique après une longue journée, ils arrivent dans un petit bled, sous des tentes. Et Pasolini a très très mal de tête. Et il cherche à appeler sa mère. Il appelait sa mère 2-3 fois par jour. Sauf qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de téléphone. C'était très compliqué. Donc il a emmerdé tout le monde pour finalement appeler sa mère, aller dans un village à 50 km. On est en pleine brousse, quoi. Enfin, c'est vraiment très, très, très compliqué. Donc il est allé appeler sa mère juste pour prendre de ses nouvelles. Donc il y a quelque chose qui est très touchant, en fait, encore une fois, qui est très paradoxal sur cet aventurier qui s'avance, qui fait des choses absolument incroyables et qui ne peut pas se passer, en fait, d'appeler sa mère 2 fois par jour. Et qui calme, en fait, qui calme ses migraines. Parce qu'il avait des migraines et le fait de parler à sa mère a tempéré ses migraines. après la manière dont il filme les femmes. Mais la mère de Pasolini qui fait la Vierge dans La Passion, il n'hésite pas quand même à lui dire, au moment de la crucifixion, de penser à son jeune frère qui s'est fait aussi assassiner comme Pasolini, pour qu'elle soit émue quand elle voit le Christ sur la croix. Elle est très émue, hein, cette scène, je vois totalement de quoi tu parles. Elle Elle- arrive, elle voit son fils. On voit pas, je crois, le flanc dans le film, il me Non, semble pas. Mais il lui a elle demandé arrive de penser à son premier fils. Ses 2 fils ont été assassinés. et c'est ce qu'on voit dans la direction d'acteur. Et cette femme, elle a un regard vraiment exceptionnel, elle est dingue. Et tu parlais tout à l'heure en ouverture de la séance de ton côté cash et de ton franc-parler, ce que tu as dans le film quand vous êtes sur ce fameux bateau qu'il a pris. C'était naze. C'est-à-dire que tu n'as rien ressenti en Rien énergie. du tout. Rien du tout, mais tu sais, quand ma terrasse est très très jolie à l'extérieur, tu rentres à l'intérieur des bâtiments, dans cette espèce de village troglodyte, hein, c'est du Airbnb tout pourri, quoi. Il n'y a plus d'âme du tout. En plus, ils mettent du Pasolini. Même quand tu vas à Rome, dans tous les cafés, tu as le dernier endroit où il a bu une bière, le dernier endroit où il a mangé. Putain, tout le monde, on lui a bien craché dessus quand même. Maintenant, tout le monde fait du bise. Et quand vous allez sous le bateau, vous dites, ouais, il a été là avec Calas. Non, non, c'est juste un truc de location tout pourri maintenant qui n'a aucun charme. Alors que pourtant, Tout Dieu neuf. sait que cette amitié était forte. Ah non, mais eux me fascinent tous les deux. C'est un des plus beaux couples du monde, hein, vraiment. Bah, c'est difficile de ne pas être fasciné par Calas, remarque. Il lui a écrit quelque chose de. Tu vois ma transition arriver, Clément. Il lui a écrit M'aider une lettre. Ouais, c'est la lettre qu'il lui a écrite et que je trouve tellement belle. Et voilà, il y a aussi, on n'en a pas parlé avant et j'ai pas envie de faire une névrose autour de ça, mais c'est vrai que Pasolini était gay assumé, ce qui quand même demande des sacrés balls à l'époque quand même. Assumait ses aventures avec des gens, je l'ai dit tout à l'heure, il avait, je crois, 25 ans de plus que son mec qui avait 16 ans. Et la manière, moi par exemple, qui suis gay, hello, quand j'ai vu Hackathon pour la première fois, je suis tombé fou amoureux de c'est-à-dire la manière de filmer les hommes et dans sa manière de parler aux femmes et de filmer les femmes, il y a quelque chose aussi de très, très gay, sans vouloir faire de communautariste à 2 balles, mais la manière dont il lui écrit cette lettre, et c'est de l'amour pur, et c'est de l'amour tellement... écoutez, jugez par vous-même. Vas-y Clément. Ça marche là? Ça marche. Chère Maria, ce soir,
à la fin de notre journée de travail, sur ce sentier de poudre rose, j'ai perçu à mes antennes qu'il y avait en toi la même angoisse que celle qu'hier. Avec tes antennes, tu as perçu en moi. Une angoisse très légère, à peine plus qu'une ombre, et pourtant invincible. Hier, il ne s'agissait pour moi que d'un peu de névrose. Mais aujourd'hui, il y avait en toi une raison précise jusqu'à un certain point, naturellement, à ton accablement, au moment où le soleil disparaissait. C'était le sentiment de ne pas avoir eu complètement la maîtrise de toi-même, de ton corps, de ta réalité, d'avoir été utilisé, et de plus avec la fatale brutalité technique qu'implique le cinéma, et par conséquent, d'avoir perdu en partie ta pleine liberté. Tu éprouveras souvent ce serrement de cœur pendant notre tournage, et je l'éprouverai aussi avec toi. Il est terrible d'être celle qui est utilisée, mais aussi celui qui l'utilise. Toutefois, c'est une exigence du cinéma. Il faut briser en 1000 morceaux une réalité entière pour la reconstruire dans sa vérité synthétique et absolue, qui la rend par la suite plus entière encore. Tu es comme une pierre précieuse, que l'on brise violemment en 1000 éclats pour qu'elle puisse ensuite être restituée dans une matière plus durable que celle de la vie, c'est-à-dire la matière de la poésie. Il est justement terrible de se sentir brisé, de sentir qu'à un certain moment, à une certaine heure, à un certain jour, on n'est plus entièrement soi-même, mais seulement un éclat de soi-même. Je sais combien cela peut être humiliant. Aujourd'hui, j'ai saisi un instant de ta splendeur, alors que tu aurais voulu me l'offrir tout entière. Mais ce n'est pas possible. À chaque jour sa lueur, et à la fin, on aura la lumière entière et intacte. Il y a aussi le fait que je parle peu, ou que j'ai tendance à m'exprimer de façon incompréhensible. Mais on peut facilement remédier à cela. C'est comme si j'étais en transe. J'ai une vision, ou plutôt des visions, les visions de la Médée. Dans cet état d'urgence, tu dois te montrer patiente avec moi et m'arracher les paroles par la force. Je t'embrasse, Pier Paolo Pasolini. Merci beaucoup Clément Grobotech. Reste donc là pour le texte de tout à l'heure. Reste donc avec nous, j'aime bien ton énergie autour. Waouh. Parce qu'il y a quelque chose que vous de Maria Callas dont on a fêté le centenaire l'année dernière. D'ailleurs, regardez Médée. Peut-être juste un petit mot pour les gens qui nous écoutent sur Médée. C'est un film que t'aimes de Pasolini? Moi, j'adore. C'est pas un de mes préférés, mais j'aime tout Pasolini. Après, il y a des choses que j'aime un peu moins. Sur Médée, Béatrice. Sur le micro, dans le micro aussi. J'aurais rêvé de faire Médée. D'ailleurs, je me suis tatoué plein de phrases de Médée dans le dos. Ouais. Et on ne peut pas imaginer une interprète plus extraordinaire que Callas pour jouer Que Callas, à ce moment-là, qui, comme Pasolini, est dans l'excès amoureux et avait morflé sur beaucoup de choses, s'était fait larguer à ce moment-là par... voilà. Donc elle est dans cette espèce de... Comme Pasolini qui venait de se faire larguer par son mec, ils sont tous les deux dans une espèce de douleur énorme et d'une rupture qu'ils n'arrivent pas à... Et ça donne Médée, où on voit ces gens hyper excessifs qui souffrent. Et je trouve que ça se ressent énormément dans le film. Moi, c'est ça que j'aime, parce que c'est Maria Callas à un moment où elle va pas bien du tout, et Pasolini la regarde, ne la sexualise pas, mais la regarde comme elle aurait aimé que Onassis la regarde. Putain, tu vas chercher loin ton délire. Mais je vais souvent. Moi, je sais pas. Je vais souvent chercher loin mes délires. Et sur On a tous des histoires d'amour contrariées. Je sais pas si... Là, eux particulièrement quand même, c'est plus que contrarié. Non, non, tous non. T'as jamais été largué ou t'as jamais largué quelqu'un? Si, mais je suis le pro des histoires d'amour contrarié. C'est ça que j'aime Pasolini, mais c'est ce que je te dis, c'est que eux, c'est quand même quelque chose quand même... Pourquoi? Parce qu'ils sont très connus, très célèbres et... Non, moi je trouve pas. Non, bah ça, c'est toi qui as raison, tu sais Béatrice, moi je salue tout ce que tu dis. Et juste, il y a quelque chose que vous disiez tout à l'heure, tu parlais de l'aspect politicard de Pasolini et du fait que maintenant, c'est vrai que c'est devenu un appareil touristique là-bas en Italie. Mais ce qu'il faut faire comprendre, surtout aux plus jeunes, qui vont peut-être, j'espère, découvrir Pasolini après ou le redécouvrir, c'est la détestation qu'il suscitait, mais qu'il suscitait chez les politiques, dans la société, chez les critiques. Bah, il en est mort. Oui. Alors, je vous lance là-dessus justement, parce que ça c'est quelque chose... Vous en parlez un peu avec Abel Ferrara, puisque Abel Ferrara, dans le film qu'il a fait avec William Dafoe il y a 10 ans, imagine ce qu'aurait pu être cette dernière nuit, où je le rappelle pour les auditeurs, la version officielle est qu'il a été faire une passe avec un jeune qui l'aurait tué, alors qu'au final c'est plutôt un complot, etc. Mais ça peut paraître pour les jeunes maintenant, mais pourquoi on aurait tué Pasolini? Qu'est-ce qu'il avait à ce point dérangeant pour les gens à l'époque? Mais c'est juste une anecdote, mais quand Lavoignat, il m'a raconté ça à Angoulême. Jean-Pierre Lavoignat. Ouais. Quand il est venu, là, une des dernières fois qu'il est venu en France, où c'est pendant mai 68, et quand il dit si je devais offrir des fleurs à quelqu'un, ce serait au CRS, parce que eux, ce sont les vrais fils du peuple, alors que mai 68 est une révolution pour fils de Bourget, et qu'il s'est fait conspuer. Et putain, il a raison pourtant.
Et sur Salo aussi, c'est ce qu'il dit sur Salo. Salo, s'il va aussi loin, et si encore maintenant c'est hyper percutant, c'est qu'il voulait justement montrer Salo, il y a quelque chose d'extrêmement moderne, et même dans la société actuelle, dans la politique actuelle, Salo, quand on le voit maintenant, ça nous parle. Parce qu'il est hyper visionnaire sur justement ce que tu disais, sur ces faux combats de coq, etc. Il est extrêmement visionnaire dans Salo. Ah, c'est quand même un film, à chaque image, tu te dis, est-ce qu'il est possible d'aller plus loin? Oui, il est possible d'aller plus loin. Mais On devrait le montrer dans les écoles, Salo. Salo, c'est un film qui est aussi empreint de son obsession à un moment donné pour Kant et le mal radical. C'est-à-dire qu'à un moment donné, alors qu'il a célébré la vie dans ses premiers films d'une manière très simple, enfin, il y a vraiment une pulsion de vie incroyable. Et quand il embrase sa découverte de Kant et du mal radical, il commence à vraiment à basculer dans les ténèbres. Et après toute l'activité, son activité politique, il dévisse, quoi. Il dévisse même dans sa vie, il dévisse. Il y a quelque chose. Il écrit Pétrole à ce moment-là. Il se fait détester par beaucoup de gens. Il a des prises de position qui sont insoutenables pour beaucoup d'intellectuels et pour des politiques. Et puis quand on sait que même Salo, c'est un film qu'on lui a volé. Ouais. Salo, c'est un film qui est fait avec des deuxièmes prises. Toutes ses premières prises ont été volées. On l'a fait chanter, on l'a malmené. Enfin, et donc il a refait le film avec des deuxièmes prises. Le film qu'on connaît, ce n'est pas le premier choix de Pasolini. C'est quand même assez incroyable. Donc c'est vraiment un moment où tout s'obscurcit dans la société italienne et chez lui. Il y a vraiment quelque chose. Et puis moi, j'ai eu des témoignages de ces derniers mois, ces dernières semaines, où il est dans cette tour, là, tu sais, dans cette tour qui est dressée comme une espèce de gros phallus en érection, dans laquelle il vit. Il est à moitié à poil, il fait des photos, il a une vie complètement dissolue. Et en même temps, il vit chez sa mère. Là où vivait Mussolini, là, dans le quartier de Rome, là, dont j'ai oublié le nom. Moi, j'ai jamais su le nom, mais je vois ce que tu veux dire. Donc c'est quand même c'est un parcours, quoi. Je pense qu'il était tellement perméable à la société italienne et au changement, parce que on dit que c'est un visionnaire, mais c'est aussi un prophète, Pasolini. C'est-à-dire qu'il a une dimension prophétique. C'est-à-dire que tout ce qu'il annonce, en fait, c'est réalisé. C'est cette espèce ce que dit très très bien la scène avec Ferrara. Je pense que la scène avec Ferrara, sans cette scène-là, le film n'existe pas, parce qu'elle met en perspective, en fait, tout le film, le changement de paradigme, en fait. Comment Ferrara est arrivé? Parce que ça, vous tournez là-bas, c'était prévu qu'il vienne. Ferrara, avec qui tu as tourné un film avec Hervé Kettel. Il y a des grandes histoires, mais ça, d'autres confrères avec t'ont fait parler Mathieu de ça. Modine et Denis Hooper. Ouais, ce film-là, il y a des histoires de coulisses assez exceptionnelles sur ce film-là, mais tu l'as raconté à Combini, donc je vais pas spoiler le travail de mes confrères. Allez voir le vidéoclub de Béatrice Combini, elle raconte ça, c'est génial. Mais comment Abel Ferrara est arrivé sur ce film? Est-ce que c'était prévu? Est-ce que il a réfléchi ce que tu lui as dit avant de quoi vous alliez parler? Non, mais Abel, vous connaissez, tout le monde connaît un peu la personnalité d'Abel Ferrara, c'est pas un simple. Donc il a dit OK, mais une demi-heure. Il est arrivé, il a dit bonjour à personne, il s'est installé au café. Il y avait 2 caméras, moi j'entendais rien, j'avais un casque, j'entendais rien à ce qu'il disait. On avait préparé un peu le truc. Je lançais des sujets de temps en temps, Clément était là. Donc il était, comme il peut être, assez imbuvable, on peut le dire. Il est parti, il avait à peine dit au revoir mais il est parti, et puis à un moment donné, je pestais un peu, et puis j'ai vu les rushs, et je me suis rendu compte que c'était de l'or en barre. Puis Mabel, il m'a dit que c'était le plus bel hommage qu'il avait vu. Il a vu le film, je ne savais pas. Oui, il l'a vu. Ouais. Il était avec nous à Locarno. Ouais. Et comment dire, donc là, il y a cette scène d'Abel que je trouve très très forte. Il y a aussi, je suis obligé de le dire pour les gens qui écoutent ce podcast, pardon, arrêtez si vous allez voir le film ce soir, mais il y a cet épilogue parce que j'ai pas osé t'en parler à Angoulême et je ne sais pas, donc je vais même apprendre avec vous là. Moi, je trouve cet épilogue incroyable. Je ne m'attendais pas une seule seconde à revoir ce personnage de l'Évangile qui a les mêmes yeux qu'on reconnaît immédiatement. J'ai pleuré la première fois que j'ai vu ça sur cette grosse télé. Du coup, je revois Béatrice. Comment ça s'est fait? Est-ce qu'elle le savait? Est-ce que tu lui as dit il y a une surprise qui va arriver? Comment s'est passé cet épilogue? Oui, on savait qu'on allait rencontrer Rosanna. Je l'avais rencontrée en préparation, mais alors j'avais un peu peur de l'interview un peu littérale avec elle, parce que elle n'est pas du tout actrice, elle a quitté le métier,
Je pense que le dernier film qu'elle a fait, c'est un film de Zurlini. Et puis après, elle a arrêté le métier. Elle était très jeune. Elle s'est mariée, elle a des enfants. Enfin, elle a une vie très classique. Donc elle était très flattée, très contente de pouvoir parler de Pasolini et de ces années-là. Elle nous a raconté le périple jusqu'à Matera, de Rome à Matera dans les années 60. Enfin, c'était quand même... ça durait 3 jours, je crois. C'était un périple incroyable, elle était petite fille. Et donc, pour éviter l'interview un peu littérale, à un moment donné, j'ai eu l'idée de la faire revenir comme une apparition, comme une rencontre, en fait, que la rencontre que cherche... Comme ce qu'elle a dans l'Évangile, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Donc voilà, on a préparé ça. Elle est arrivée, on était à Matera, là où il a tourné, d'ailleurs. Et c'était un moment assez magique parce qu'on a tourné ça en 20 minutes. Oui, en 20 minutes, vraiment. Parce que le soleil se couchait et on a voilà, j'avais juste demandé qu'il y ait un costume noir. Bon, Béatrice est toujours en noir, donc mais j'avais demandé que Rosanna soit en blanc et donc elle est venue en blanc. Elle est arrivée avec des choses et on a tourné vraiment en un quart d'heure, 20 minutes. Hein. C'était très rock'n'roll. Et puis on était à 2-3 caméras. C'était presque c'était assez réjouissant quand même à tourner ce film parce que tout était assez improvisé sur le moment. On était une très petite équipe et c'était assez formidable. Vraiment. Béatrice, cette scène, cet épilogue qui touche évidemment les gens qui vont voir le film pour toi, les gens qui vont voir le film pour Pasolini, qui connaissent, enfin c'est l'épilogue parfait rêvé. Tu gardes quoi comme souvenir de cette journée de tournage? Mais je ne garde pas que cette journée, c'est chaque jour. Chaque jour, je ne pensais pas qu'un jour c'était possible de faire un film comme ça, quoi. Enfin, de toute façon, je ne pouvais pas l'imaginer. Et puis en plus, t'es à Rome, t'es à Venise, t'es à Matera, c'est cool. Hein. Et si je peux être fier d'un truc, c'est quand j'aime tellement les gens à ce point, que ça a participé à faire un hommage à ce type-là, quoi. Et tu sais, tu parlais de transfert. Parce que quand je le joue avec Virginie Despentes, on faisait des écrits corsaires sur scène, et il y a des ayants droit, il n'a pas de descendance, donc des ayants droit, on ne sait pas comment ils récupèrent les trucs, qui nous ont interdit de jouer ces textes, à moins de demander beaucoup d'argent, alors que nous, on n'en demandait pas, on voulait juste que la salle soit payée, les techniciens. Et je trouve ça hyper triste, quoi. Donc là, je suis super contente de pouvoir clamer haut et fort avec Fabrice mon amour pour ce type-là, quoi. Je pense que c'est la meilleure conclusion possible. Avant de terminer sur une lettre que j'ai trouvée en fouillant, une lettre d'amour qu'on a envoyée à Pasolini d'un critique qui, vous allez voir, on va conclure le podcast comme ça. Je voulais juste préciser quelque chose, Béatrice quand même et Fabrice, c'est que vous avez réussi à faire différents films en un. C'est-à-dire qu'on a quelque chose de très fort quand on adore Pasolini autour de Pasolini, quelque chose de très fort quand on adore l'actrice, mais pas forcément Béatrice l'actrice, mais une actrice, sur Béatrice Zell ou sur une actrice. Et il y a quelque chose d'encore plus fort, c'est que tu as un public, alors on va pas en parler de ce film, mais tu as un public 37-2 qui a 40-50 ans, hein, mais tu as aussi un public de ce qu'on appelle communément la génération Z, qui t'a découvert très fort. Je sais qu'il y a des jeunes auteurs de 20 ans dont tu es l'icône, qui t'envoient plein de trucs et tout, qui t'ont découvert avec Lux Eterna, et qui vont voir ce film pour toi, pas pour Pasolini, et qui vont avoir envie de regarder tous les trucs de Pasolini. Et je trouve que ce film-là, c'est un outil de transmission génial pour des gens qui n'ont jamais vu de Pasolini. Je leur dirais, regardez ça en introduction, et après choisissez le film que vous voulez, mais voilà, c'est un outil de transmission, ce film. C'est un espèce de vecteur pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout Pasolini, et c'est le truc parfait, je trouve. Et ça, je pense que c'est pas du tout prévu comme ça au départ. Mais je trouve tous les grands auteurs, maintenant on tire tellement le monde vers le bas. Quand on entend Taylor Swift, c'est la personne la plus importante ou la plus influente au monde. Tu dis, j'ai rien contre elle, je m'en fous, quoi. Mais quand je jouais Lucrèce Borgia, texte de Hugo, il y avait c'était du théâtre subventionné, donc plein d'écoles viennent. Et ils en avaient absolument rien à foutre de Hugo, de Lucrèce. Et puis ils voyaient le spectacle, ils ont aimé, ils y retournent. Mais il y avait aussi que toute l'équipe, c'était des gens d'origine différente, de plein de pays. Et quand on dit toujours aux gosses en France, faut s'intégrer, on ne peut pas demander à des gosses qui sont nés ici de s'intégrer à quoi, ils sont chez eux, quoi. Et sur scène, il y avait toutes les couleurs. Et du coup, ils se reconnaissaient de cette manière, quoi. Tu sais, souvent, les textes classiques, on les fait très empesés avec des costumes d'un autre temps dont on n'a absolument rien à foutre. Les textes sont si beaux que tu n'as pas besoin de te déguiser comme un clown, quoi. Et le fait de cette équipe comme ça, je dis souvent, pourquoi on préfère la consanguinité à la diversité? C'est comme une connerie. Hein. Et tous les grands auteurs, je trouve tellement triste que
dans les écoles, on passe tellement légèrement sur ça, quoi. Ouais. D'accord avec toi. Rimbaud notamment, Rimbaud que je mets dans la même famille de Pasolini, Rimbaud, Genet, etc. Pour moi, c'est un peu la même famille. Et ben, dernière question avant que je te fasse lire ce texte, Clément, c'est est-ce que tous les deux, chacun d'entre vous, vous avez re-regardé l'Évangile après avoir tourné ce film, ou est-ce que vous arrivez plus à le regarder? Parce que si Il est tellement sexy, le je suis le d'accord petit avec toi. révolutionnaire. Ah ouais, mais c'est vrai. Et de faire jouer le Christ par un révolutionnaire espagnol, c'est tellement juste, parce que c'est un révolutionnaire, Jésus-Christ, quand même. On imagine toujours quelqu'un de totalement cool et prêchant l'amour. C'est quand même. Enfin, il s'est battu pour ses convictions et sa foi, quoi. Et toi, Fabrice, tu regardes le film de la même manière maintenant? Après avoir été sur les lieux de tournage, rencontrer ceux qu'on bossait avec, enfin, il y a forcément. Non, je ne l'ai pas revu pour être tout à fait honnête, mais je le reverrai parce que c'est un film que j'ai une intimité avec ce film. Je l'ai vu beaucoup. Je crois que c'est probablement avec Akaton mon Pasolini préféré. J'aime sa simplicité en fait. J'aime profondément sa simplicité. Non, je le reverrai. Mais je pense que quelque part, ce film, ça nous a un peu soldé sur Pasolini un petit moment. C'est-à-dire, voilà. On peut solder Béatrice sur Pasolini? Non, Béatrice, c'est pas possible, mais Pasolini non plus. Mais voilà, c'est juste un temps maintenant. Il y a quelque chose qui est derrière nous. Mais et puis on a été confronté en fait à beaucoup d'éléments concrets, physiques de sa vie, ce qui le rend encore plus fascinant, hein, très franchement. Mais moi, avec le temps, je retiens surtout sa dimension prophétique. C'est ça qui me touche le plus. C'est ça qui me touche le plus aujourd'hui, c'est que parfois je me balade, tu vois, quand je suis en Italie ou au milieu de hordes de touristes, je me dis putain, ils seraient pas contents, quoi. Comment ils vivraient ça aujourd'hui? Et c'est vrai que le point commun moi, que je trouvais aussi avec le Caravage, quand le Caravage il a été excommunié parce que le Vatican lui commande une vierge et qui prend la plus belle fille qu'il connaît, et quand le Vatican sait que c'est une prostituée, on l'excommunie. Et Pasolini, alors il n'est pas attiré sexuellement par les femmes peut-être, mais les femmes dans les films de Pasolini, Silvana Mangano dans Théorème, c'est une créature descendue de l'Olympe, quoi. Et les hommes sont filmés d'une sensualité inouïe. Quand dans la gare où la caméra est juste en bas de la ceinture, c'est ce que j'aime aussi dans Fassbinder, quoi. C'est ce que j'allais dire justement, Ouais. sur cette manière de filmer les femmes, alors que ils ont une manière de filmer les femmes, les deux, et ça se rapproche du coup, je trouve. Moi, je trouve que dans Mais à la fois, c'est de chair et de sang, quoi. Parce que quand tu vois les femmes dans le Caravage qui étaient pédées aussi, ces femmes, c'est la chair. Avant, tu vois, surtout lui, il prend comme sujet, comme modèle une prostituée. Avant, c'est juste des saintes avec une auréole, sans perspective, sans rien. Et d'un seul coup, tu as une femme de chair et de sang, mais c'était aussi une femme de chair et de sang. Et de la représenter par la plus belle fille qu'il connaissait, c'était une bien jolie idée qu'on n'a pas compris, quoi. Cher Clément, cette fameuse lettre d'un critique, une lettre récente, en tout cas qui a une trentaine, quarantaine d'années, une lettre d'amour à Pasolini que je trouve exceptionnelle. Une cinquantaine d'années, cette lettre. Aujourd'hui, la langue des experts et des éditorialistes, intellectuels organiques ayant réussi à supplanter les vieux intellectuels classiques, n'est que la conséquence de cette trahison. Sa forme, renouvelée, est désormais hégémonique. C'était précisément afin d'éviter de te soumettre à cette nouvelle réalité qui n'existait pas, que tu n'as jamais cessé de t'adapter aux nouvelles formes de vie prolétarienne et sous-prolétarienne qui seules te semblaient dignes d'être vécues. Ce qui t'a naturellement conduit à adapter ta production poétique aux moyens de t'emparer de leur objet. Réalité fragmentée, hybride, menacée, unique façon de continuer à produire du langage, c'est-à-dire à exister en tant que poète. Il pensait que tu te lamentais sur la tombe de Gramsci. Il ne comprenait rien. Il disait que tu projetais ta propre dramaturgie intérieure sur l'histoire. Fortini le disait, les communistes le disaient, la jeunesse militante le disait. Tous, ils se sont trompés. Contrairement à eux, toi, tu n'as jamais cessé de rire. Tu étais simplement un homme doté de passions réelles dans une société qui devenait de plus en plus irréelle. Tu as vécu ta vie comme une tragédie, et c'est pour cela que tu as vécu ta vie. Les dramaturgies bourgeoises, les guerres de clans, le racisme des petites différences, tout cela t'échappait car tu étais obsédé par tout ce qui vit et chante, par les bouffonneries de Ninetto, par la grâce de Médée, par le hurlement déchirant de Mama Roma.
Ces visages et ces corps qui étaient et qui continuent d'être tous les visages et tous les corps, tous les visages et tous les corps qui échappent à la bourgeoisie et souvent le monde de l'irréalité à laquelle il est promis. Toi, tu n'as jamais considéré que tu vivais dans le voisinage des autres. L'altérité la plus radicale est un vertige, et c'est de cette école-là dont tu te réclamais, car tu étais pur amour. Quant à nous, qui t'aimons tant, qui aimons le monde également, et non sa parodie, grâce à toi, nous savons désormais que le balbutiement contient toutes les langues, et que le désespoir ne se confond aucunement avec la résignation. Nous qui étions pure lumière, et ne le suivons pas, ne le savions pas, pardon. Merci beaucoup Clément. Et par contre, au début, j'ai dit pourquoi Clément Roussier vient pas, il fait tellement partie du film. Et pourquoi Clément Roussier n'est pas avec nous? Il aurait totalement pu, mais c'est pour Mais une il aurait- question mais d'homogénéité de parole. Et je vais lui demander d'ailleurs pour la fin. Il est d'une intelligence Il est là, Clément, encore. transcendante. Est-ce que Clément Roussier est encore avec nous? Bah, Pour le si c'est final, cassé, il a il est raison, on parti. l'a pas invité sur scène, c'est naze. Hein. Non mais, Bah ouais. alors attends, ça va me retomber dessus. Ah non, moi j'ai fait ce qui était prévu, Bah, etc. on s'en fout de ce qui est prévu. Le mec, il est dans le film, il est hyper important, il est Ça va d'une me retomber dessus, intelligence. ça. Mais je suis d'accord. Et donc vous pouvez du coup pour le podcast, c'est limite, applaudir Clément Roussier qui est dans le film, qui fait le guide, et l'applaudir très fort. Vraiment. Parce qu'effectivement, Béatrice a raison. Nous aussi, en tant que public, il nous aide à guider. Applaudir Clément Grobotec qui nous a lu 3 textes de Pasolini. Ce soir, applaudir Fabrice Duvels pour ce film, sa disponibilité, son temps ce soir, alors qu'il est aussi en promo d'un autre film. Une grande claque dans la gueule avec Anthony Bajon qui sort bientôt. Et évidemment, elle revient du Canada, elle est épuisée, elle retourne bientôt, etc. Mais applaudir Béatrice Dalle pour sa disponibilité et tout ça, vraiment. Partagez ce podcast, @dulac cinéma, #cinéma mon amour. Vous allez voir évidemment La Passion selon Béatrice, vous taguez Carlotta Film. Merci à vous à l'Arlequin et merci à vous à la maison.